Mais, OK. En fait, principalement, moi, je suis un architecte en pratique privée. OK? J'ai la chance de pouvoir enseigner et aussi de faire partie d'une chaire de recherche. Donc, je patauge dans 3 mondes, dans 3 sphères différentes, mais qui se nourrissent une de l'autre. Au niveau de ma pratique professionnelle, moi, je suis un gars qui a beaucoup travaillé sur des grands projets, surtout. Là. Des grands projets à l'international. Les 15 dernières années de ma vie, je les ai passées à l'étranger, principalement à Haïti, où j'ai travaillé sur la reconstruction là, la reconstruction d'Haïti, principalement hôpitaux, écoles, des choses comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous parler de cette expérience-là dans les pays étrangers. En fait, c'est ce qui m'a permis à moi d'apprendre vraiment mon métier, c'est-à-dire l'architecture bioclimatique. En fait, j'aurais pu vous parler de projets de résidence là, qui m'ont beaucoup inspiré, là, mes derniers projets de résidence qui sont bioclimatiques. Entre autres, une maison avec les arbres, une maison en commun où c'est 4 familles qui partagent une maison, donc toute la notion des communs, ou un abri de montagne, là, tous des projets qui sont bioclimatiques. Mais en fait, c'est pas ça que je veux faire aujourd'hui. Moi, je veux surtout vous parler de l'approche vernaculaire. L'approche vernaculaire tout en sobriété. C'est un oxymore, là, parce que l'approche vernaculaire est déjà, au départ, une approche en sobriété. Vernaculaire, c'est pas un mot que les gens aiment beaucoup. C'est pas un mot savant. Dans les universités, on ne parle pas d'architecture vernaculaire. Okay? C'est pas assez savant. Mais je vais vous rendre ça savant aujourd'hui. Okay? Tout en restant vernaculaire. Vernaculaire, ça veut dire quoi exactement? J'y arrive. OK. En fait, je vais commencer par un premier projet. J'ai été impliqué, moi, sur un projet, un aéroport en Libye, à Benghazi. En fait, c'est un des grands projets de la réforme libyenne qui a commencé en 2003 par Kadhafi. Ça fait partie des grands projets. Celui-là, c'est un projet d'1 milliard. Et puis, c'est un projet qui a été conçu par Aéroports de Paris International, des grands concepteurs d'aérogares dans le monde. Mais la maîtrise d'œuvre, c'était par SNC-Lavalin. Donc, moi, j'ai fait partie de l'équipe de SNC-Lavalin comme architecte principal sur ce projet-là. Quand j'ai commencé sur ce projet-là, bien, en fait, la première question que je leur ai dit, je leur ai posée, c'est un aéroport de verre en plein désert. Êtes-vous sûr que ça va fonctionner? Là, ils m'ont tous regardé de travers et ils m'ont dit, c'est quoi, Jean-Paul, que tu dis là? Bien, j'ai dit, on a la responsabilité de construire un aéroport qui fonctionne. Puis il fallait le livrer dans des délais extrêmement courts, 30 mois. Un projet d'1 milliard en 30 mois, on ne fait pas ça souvent dans une vie. Bref, j'ai dit, écoutez, je suis sérieux, là. Si on veut que ça fonctionne, il faut s'assurer que ça fonctionne. Fait qu'il dit, on me repose la question, mais j'ai dit, on va faire un essai, OK? On va aller s'acheter un aquarium avec des petits poissons rouges, puis on va voir combien de temps les poissons rouges vont survivre. Puis on dit, t'es vraiment sérieux, Jean-Paul? J'ai dit, oui, je suis sérieux, là. Fait qu'il dit, bon, c'était quand même des ingénieurs là, qui étaient mes grands patrons, puis la question des coûts, la question des échéanciers était très préoccupante pour eux. Il dit, est-ce que tu penses qu'on va sauver des sous en faisant ça? Ben, j'ai dit, peut-être, mais il faut commencer par voir. T'sais. Fait que je leur ai dit, ben, où il y a possibilité. Fait qu'ils m'ont dit, OK, Jean-Paul, vas-y, vérifie tout ça. OK? Si ça fonctionne. Fait qu'en fait, la première chose qu'on a fait,
Je tiens à vous dire que cet aéroport-là, c'est 3 km de façade de verre. OK? D'une hauteur moyenne de 13 mètres. Ça veut dire, tout ça, là, ici, là, c'est en verre. L'aéroport fait presque 1 kilomètre de long. Donc, c'est 3 kilomètres de verre en plein désert. Et c'est aussi des puits de lumière ici importants. Ça ne paraît pas important sur l'image, mais c'est des puits de lumière, ils font 10 mètres de large par 250 mètres de long. Donc, l'intuition qu'on avait, c'était dans le désert, le soleil il est au zénith, il est au-dessus de nous autres. Puis lumière, ça veut dire, oh, lumière. On s'est rendu compte que, première chose qu'on a fait, on a essayé de trouver des outils pour voir si le bâtiment était en problème. Fait que, on a commencé à travailler avec tester des logiciels. Là. Il n'y avait aucune technique qui existait pour développer ça. Donc, on a commencé à regarder le projet en le simulant. On a fait un modèle informatique. Puis, on a travaillé avec le logiciel Radiance, qui en fait, c'est des caméras. On met des caméras dans le bâtiment, modélisées, puis on est capable avec ça de voir la surchauffe et l'éblouissement. Et on s'est rendu compte rapidement qu'il manquait 30 de clim. Ça veut dire effectivement, les poissons rouges ne survivaient pas. Puis, ce qu'on a découvert et qu'on ne savait pas, c'était des gros problèmes d'éblouissement à cause des puits de lumière. Entre 11h et 14h, l'aérogare ne fonctionnait pas. On n'était pas capable de lire les ordinateurs. Je peux juste vous dire qu'à ce moment-là, il était très, très content de mes premières questions. Fait que là, ils m'ont dit, OK, règle le problème. Donc, ce qu'on a fait, on a pris une approche vernaculaire. Pourquoi? Parce que les ingénieurs ne pouvaient rien faire. La façon dont était construit l'aérogare, c'est que toute la partie basse, ça regroupait les équipements mécaniques. Mais on n'avait plus de place pour agrandir. Puis, on n'avait plus de place pour mettre de l'équipement supplémentaire. Donc, puis on ne pouvait pas non plus modifier le design de cet aéroport-là. C'était comme un petit bijou là, pour Kadhafi. Donc, là, on a eu un peu, nous autres, des architectes, la carte blanche, finalement, pour faire un travail sur l'enveloppe versus un travail sur l'ingénierie mécanique. Moi, j'ai toujours dit, si on fait un travail adéquat sur l'enveloppe, on est capable de réduire nos besoins, OK, en termes de climatisation, chauffage, etc. Ça fait longtemps que je travaillais là-dessus. Donc, on s'est dit, ben, c'est quoi l'approche? C'est quoi l'approche c'est quoi, comment l'architecture vernaculaire de ces pays-là réussissait à réduire leurs problèmes de surchauffe ou de travailler carrément avec le climat? En fait, il y a 3 stratégies dans ces pays-là pour travailler avec le climat. C'est la voûte nubienne, qui régule et repousse les radiations solaires. Les malgafes, en fait, c'est des cheminées thermiques, OK, pour l'apport d'air frais. Et puis, le mouche arabian, pour filtrer la lumière du soleil et réduire leur surchauffe. Ces peuples-là, depuis des millénaires, travaillaient avec ces éléments vernaculaires-là, tout simplement. Fait que nous, on a tout simplement adapté ces stratégies-là de façon contemporaine. Ce qu'on a fait, par contre, pour être sûr que ça fonctionne, on l'a modélisé. On a travaillé avec un autre logiciel qui s'appelle le logiciel eQuest et on testait chacune de nos solutions. En fait, il y a 4 grandes solutions qu'on
qu'on a étudiées. En fait, c'est l'isolation et l'inertie thermique, les puits de lumière, le vitrage, puis les protections solaires. Donc, on a testé une vingtaine de types de vitrages, des protections solaires, une douzaine de types. Donc, on a réussi avec ça à être capable de trouver quelle était les meilleures solutions. En fait, en travaillant de cette façon-là, on a réussi à atteindre 28,9% de ce qui nous manquait en termes de clim. Donc, juste avec des stratégies vernaculaires, on va les voir une par une. La solution 1, c'est une isolation plus importante, mieux répartie et un revêtement albédo élevé, plus des notions de déphasage au niveau des isolations. Bien, ça, c'est le principe de la voûte nubienne. Ensuite, la solution 2, c'est le night flushing, la fameuse cheminée thermique. Okay? Donc, c'est une ventilation naturelle et nocturne. Le bâtiment, il se réchauffe le jour et la nuit, on sait que dans le désert, il fait très froid. Donc, on refroidissait le bâtiment la nuit et le matin, le bâtiment était frais. Donc, il était capable d'accumuler sa chaleur. Donc, ça, c'est la solution. C'est le principe du Malgaf. On a modifié légèrement les puits de lumière pour éviter qu'il y ait que les entrées de lumière soient directement au zénith. Et puis, on en a profité pour évacuer l'air chaud pendant la nuit. Et la troisième solution, c'est des vitrages performants et des dispositifs de protection solaire automatisés. Protection solaire, là, c'est ça qu'on a utilisé. Vous connaissez ça? Tout le monde connaît ça? Sauf qu'il y a énormément de recherches en Europe qui se font sur ces toiles solaires-là. C'est encore plus important que les vitrages. Puis nous, on a eu la chance de travailler avec une chercheuse qui, justement, avait travaillé pour ces compagnies-là en Europe. Fait qu'on a testé différents types de toiles comme ça qui nous permettaient, justement, de contrôler les apports, les gains thermiques, mais de ne pas perdre non plus les questions de luminosité. Donc, cette approche-là, c'est le principe du moucharabian. Okay? Donc, c'est 3 techniques vernaculaires qu'on a adaptées de façon très, très, très contemporaine, qui a fait qu'on a réussi à faire en sorte que l'aéroport fonctionne. Et ce qui était intéressant avec ces techniques-là, bien, on a sauvé, juste sur la façade qui était évaluée à 100 millions, on a sauvé 20 millions. Donc, ça compte. Donc, il est possible de faire de l'efficacité énergétique pour un architecte, mais on ne peut plus construire de cette façon. En fait, le changement climatique va mettre à l'épreuve nos bâtiments et leurs enveloppes. Et malgré la nouvelle réglementation de performance, là, le CNEB 2015, ici au Québec, là, et le projet de loi 41 sur la performance environnementale, et le règlement de la Ville de Montréal sur la divulgation de la cotation des émissions de GES, il y a une prise de conscience qui devra inévitablement se faire. Il faut maintenant penser l'architecture avec un climat qui change. Il faut davantage travailler dans l'esprit d'un bâtiment zéro carbone ou comme les bâtiments vernaculaires. Les bâtiments vernaculaires, là, ben, c'est des bâtiments zéro carbone aussi. Donc, des bâtiments vernaculaires qui demandent en premier lieu d'optimiser l'enveloppe et les systèmes passifs avant d'intégrer des systèmes mécaniques qui visent la performance énergétique globale du bâtiment. Un bâtiment, par contre, il faut faire un mea culpa, là. Un bâtiment 100% mur rideau, là, comme on voit encore partout, comme à l'aéroport, c'est du passé.
parce que le climat a déjà changé. Quand j'ai commencé le projet, on était en 2007, puis vous voyez la courbe des changements climatiques. Regardez où on est rendu, on est dans le rouge. Fait que les techniques qu'on a développées pour Benghazi, là, ben, il va falloir encore travailler davantage si on fait des bâtiments, si on continue à faire des bâtiments en verre. Ça ne suffira pas, parce que la surchauffe va être encore plus importante. Que nous dit le vernaculaire face à ces nouvelles exigences? Bien, qu'il nous faut prendre conscience d'un mode de vie existentiel qui a rapport au climat, à son territoire, tout le contraire du technosolutionnisme issu de la modernité qui montre aujourd'hui ses limites planétaires. Le vernaculaire, c'est peut-être pas un mot qui est à la mode, mais je pense qu'il va falloir sérieusement faire en sorte que le mot vernaculaire revienne à la mode. OK, un autre exemple. Je vous ai montré un projet assez prestigieux, là, un projet de d'1 milliard. Je vais vous montrer maintenant un projet qu'on a fait à Haïti. OK, Haïti, un pays dévasté, le 12 janvier 2010. Vous connaissez toute l'histoire, hein? 220 000 morts, 300 000 blessés. En fait, pour le reconstruire, il y a eu différents projets, dont les fameux parcs industriels de Caracol. Il y en a eu 5 grands projets comme ça à Haïti. C'est des projets qui ont été poussés un peu par les Clinton. Moi, j'étais impliqué sur le projet de Caracol. Donc, c'est un projet, c'est immense, là, 500 hectares. C'est une ville en soi, là, dans une zone complètement... qui n'était pas urbanisée du tout. Donc, c'est un projet qui a été financé par la Banque interaméricaine de développement. Et puis, en fait, ceux qui se sont installés là-dedans, c'est des entreprises textiles sud-coréennes. Pourquoi sud-coréennes? Parce que, pour la petite histoire, à l'époque, ben, c'était Ban Ki-moon qui était le secrétaire général de l'ONU. Il a appelé ses chums et il a dit on peut-tu faire quelque chose? Donc, pour la petite histoire, c'est ça. Moi, j'ai eu le mandat de faire l'école de formation, une école de formation professionnelle sur le textile. Bon, un petit budget, 3 millions, donc, dont la moitié est partie en gestion de projet. Mais ça peut faire l'objet d'une autre conférence, là. En fait, moi, la première question que je me suis posée encore là, c'est comment faire cette école-là sans clim? C'est un pays tropical, Haïti, là. Il fait chaud, là. Comment le faire sans clim? Donc, il y a 3 stratégies pour vivre avec la chaleur. Il y a la végétation, pour l'apport d'air frais par évapotranspiration, un principe de thermodynamique qui a fait ses preuves. Là. Ensuite, l'ombrage pour la réduction des gains thermiques. Et le dernier, la masse thermique pour la régulation de la chaleur. Il n'y a pas de mécanique là-dedans. C'est juste une bonne compréhension de la physique des choses, de la réalité. Donc, ce qu'on a fait, l'école, elle s'organise autour d'une cour intérieure, toute végétalisée. C'est la stratégie par le végétal, l'évapotranspiration. Un arbre, c'est 5 climatiseurs. Ensuite, on a travaillé avec la récupération des eaux. Haïti, il pleut énormément. Donc, nous, on a décidé de récupérer les eaux de pluie pour les amener dans 2 bassins centrales pour que, justement, les végétaux poussent plus rapidement. C'est un truc qu'un architecte paysagiste me dit. Si tu veux que les arbres poussent rapidement, tu amènes de l'eau. Donc, on a décidé de ramener l'eau vers ces 2 bassins-là.
c'est encore là la stratégie végétale, par le végétal. Ensuite, on a créé autour du jardin des corridors avec des avant-toits qui protègent les salles de classe de l'ensoleillement. C'est la stratégie par l'ombrage pour réduire les gains thermiques. Ensuite, ce principe-là de végétation, l'évapotranspiration, ça crée des mouvements de convection. L'évapotranspiration, ça fait que l'arbre, quand on transpire, le climat autour de l'arbre, il y a un transfert énergétique. C'est de la thermodynamique, c'est de la physique, on ne rentrera pas là-dedans. Mais l'idée, c'est que la température descend, mais la température de l'air, plus haut, elle est plus haute. Donc, ça crée des mouvements de convection. Donc, avec ces mouvements de convection-là, on crée un mouvement qui permettait, avec l'effet de cheminée, là, c'est le principe du Malgaf, l'effet de cheminée. Donc, on climatisait, on rafraîchissait les salles de classe par ces mouvements d'air-là frais, qu'on ne créait pas avec une machine, mais qu'on créait de façon naturelle. Après ça, on a travaillé sur la masse thermique pour éviter que les salles de classe qui surchauffent. L'idée, c'est de travailler avec la masse thermique. Sur ce projet-là, j'ai essayé de travailler avec de la brique de terre crue, mais déjà, avec les Coréens, c'était ce qu'on avançait, c'était pour eux autres déjà trop. Là. On a continué plutôt à travailler avec ce qui se fait là-bas à Haïti, du bon vieux bloc de béton. Mais ça a quand même sa masse thermique. Ce qu'on a plutôt fait, nous autres, c'est qu'on a créé une double peau. Il y avait une bamboutière pas loin, ça fait qu'on a créé une palissade sur tout le tour du bâtiment pour faire pousser la plante grimpante. Les plantes grimpantes, il y a une étude qui a été faite par le Centre d'écologie urbaine entre la face de la feuille et l'intérieur de la feuille, il y a une différence de 10 à 14 degrés centigrades. Donc, déjà là, on réduit énormément les gains thermiques à l'intérieur des salles. Donc, les plantes plus la masse thermique, ça nous permettait d'éviter cette surchauffe-là. Donc, on évite la surchauffe, puis on climatise ou on fait une ventilation naturelle avec d'air frais, avec le principe de l'évapotranspiration. C'est la stratégie, tout ça, là, c'est la stratégie de la masse thermique qui permet de réguler la chaleur et les gains thermiques. Ça donne ça. Peu de moyens pour réussir à faire ça. La plupart des plantes qui sont là, c'est des plantes qui étaient déjà sur le site qu'on a récupérées. Les rigoles que vous voyez ici, c'était les rigoles pour acheminer l'eau. On s'est servi des techniques haïtiennes. Là. Ils prennent tout simplement, eux autres, la roche sous leurs pieds, puis ils font des rigoles comme ça, ils font leurs fossés comme ça, ils font leurs murs comme ça. Donc, moi, j'ai un peu essayé de travailler avec leur façon de faire. En fait, c'est toute une manière de faire en sobriété. C'est ça que j'ai essayé de faire dans ces pays-là en développement qui ont peu de moyens. Que nous disent les pays du Sud face aux catastrophes naturelles? Que l'on peut adopter des pratiques plus sobres, évitant l'excès d'énergie, de matériaux, de terre, d'eau et d'autres ressources, tout en assurant le bien vivre des humains et le bien-être de l'ensemble du vivant. En fait, je vous ai présenté à travers 2 projets vraiment la thématique de ce que je voulais vous présenter. L'approche vernaculaire et la sobriété. À travers 2 projets concrets. Mais j'ai 2 constats à vous faire par rapport à l'architecture vernaculaire et par rapport à la sobriété. Ça, c'est le plus important de la présentation. Concernant le climat, on est hors sol. Complètement.
Puis concernant la matière, on est hors limite. L'architecture hors sol. C'est quoi l'architecture hors sol? Mais l'architecture hors sol, c'est l'insectarium de Montréal. On construit un insectarium, mais je ne sais pas si vous avez vu dans la presse du 25 juillet 2023. Ça, premièrement, l'insectarium, prix d'excellence en architecture, OK? Et lead art, tout ce que vous voulez, là, bourré de prix. Sauf que inhabitable en été. Ça a fait la presse, là. Ils ont dépensé 1 million pour rajouter des éléments dans les fenêtres pour que ça soit viable. Ça, c'est une architecture hors sol. Ensuite, la problématique avec l'architecture hors sol, ça, c'est un projet, c'est le Stata Center du MIT, réalisé par un des plus grands architectes actuels, Frank Gehry. 300 millions. C'est un bâtiment-là. En fait, le mec que vous voyez ici, il s'appelle Joseph Stittberek. En fait, c'est un des plus grands spécialistes nord-américains, c'est un Canadien d'ailleurs, un des plus grands spécialistes canadiens sur l'enveloppe du bâtiment. OK? Il fait partie des premiers dans les années 70 qui ont travaillé à partir des crises énergétiques sur la superisolation. Lui, ce qu'il dit, il a observé dans le cas de... Bon, c'est un ingénieur légiste, là, donc il fait enquête pour voir qu'est-ce qui ne va pas. En fait, il s'est rendu compte que dans ce projet-là, il y a des erreurs de base fondamentales dans nos constructions qui ne prennent pas en considération les interactions avec le climat. Assez terrible, là. Il observe aussi qu'il y a une utilisation mal adaptée des matériaux et des techniques de construction. C'est ça, une architecture hors sol. Donc, sans aucune relation avec le climat. Dans son rapport, regardez ce qu'il disait. Il a travaillé en tant que témoin expert. Il a observé des problèmes pendant la construction de ce projet-là, qui était le sujet d'innombrables poursuites judiciaires contre l'architecte et l'entrepreneur général. Il a observé des problèmes pendant la construction, notant que les 4 couches de contrôle clés de l'enveloppe du bâtiment, ça c'est la base de notre métier, c'est-à-dire les barrières contre la pluie, contre l'air, contre la vapeur d'eau, contre le thermique, contre la chaleur. C'est basique, là. C'est physique, là. Il était dans le mauvais ordre. Imaginez, le plus grand architecte actuellement sur la planète construit un bâtiment de 300 millions où ils ont inversé les barrières thermiques. Ce qui faisait que le bâtiment s'imprégnait de sa propre condensation, provoquant l'érosion des matériaux de construction et de la moisissure. Le bâtiment, comme il dit, il sentait les chaussettes sales. Autre exemple, il a été impliqué sur Katrina. Katrina, en fait, c'est la fondation de Brad Pitt a décidé de construire 150 maisons. Combien il reste de maisons, juste pour vous faire interagir, là? Combien il reste de maisons, là? Ça date de 15 ans, là. Une? Vous êtes plus tough. Il en reste 10. Mais les 10 qui restent, ça a coûté 22 millions pour les mettre aux normes. Mais regardez, la maison que vous voyez là, ici, là, ben c'est celle-là. Tout pourri. Ouais. Même pas 15 ans. Puis là, pensez pas que j'ai choisi des exemples à l'étranger. On a plein d'exemples ici aussi au Québec. Je travaille actuellement sur un projet, là, qui a fait toutes les revues, qui a fait la manchette, là, parce qu'il y a des événements importants qui se passent là-dedans. Écoutez,
Il y a de l'eau dans tous les systèmes. En fait, ce qu'il dit encore là sur Katrina, regardez bien ce qu'il dit par rapport à l'architecture vernaculaire. Il dit, avec l'inondation de la Nouvelle-Orléans en 2005, Litzberek remarque que beaucoup plus de maisons anciennes, surélevées, construites avec des méthodes traditionnelles, le vernaculaire, pouvaient reprendre des constructions plus... Attendez. Des méthodes traditionnelles pouvaient reprendre les constructions plus récentes après la tempête que les constructions plus récentes en bois, plaques de plâtre avec la cavité remplie d'isolation. Litzberek a recommandé que les futures constructions sujettes aux inondations s'inspirent de l'architecture vernaculaire qui utilise des matériaux drainables, séchables et résistants à l'eau. C'est ça que l'architecture vernaculaire a à nous apprendre. OK? Ils ont du vécu, eux autres. Là. Ils en ont vu des catastrophes. OK? Et nous, avec notre modernisme, on pense qu'on est capable de faire mieux. Donc, première action, se reconnecter au milieu qu'on habite. Plus la science moderne fouille, plus elle trouve des traces du sauvage qui est resté à l'intérieur de nous et qui émerge subjectivement. C'est l'inconscient écologique. Nous sommes les milieux qu'on habite. Celui qui a écrit ça, c'est Theodore Roszak. Okay? Il a écrit un livre absolument incroyable, c'est The Voice of the Earth. Avec la modernité, on a cherché à se distancier de la nature, mais ça ne fait pas partie de notre voilà. Mais Theodore Roszak, il est venu après Watsuji Tetsuro. Pour moi, ce mec-là, Watsuji Tetsuro, c'est un des plus grands philosophes contemporains. C'est un Japonais. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le milieu humain ». En fait, le milieu humain, c'est une science. C'est une science qui date du 19e siècle. Le milieu humain, c'est la science des milieux qui étudie de manière interdisciplinaire et transdisciplinaire la relation des êtres vivants en général ou des êtres humains en particulier avec leur milieu. Il porte le nom de mésologie. En fait, c'est du vernaculaire. Fait que là, mon mot savant. Donc, si on veut que ça passe bien, on dit on va faire de l'architecture mésologique au lieu de dire qu'on fait de l'architecture vernaculaire. Dans son livre, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Le milieu influence le corps humain d'après les variations plus ou moins grandes de la chaleur et du froid. De plus, l'humidité et la sécheresse de l'air ont pour conséquence l'aisance ou la difficulté de la respiration, la vitesse ou la lenteur de la circulation sanguine, la vigueur ou le relâchement de la chair. Par conséquent, c'est en s'acclimatant aux particularités d'un milieu que se forme la nature particulière d'un peuple. Okay? Chaque peuple sur la planète a développé sa relation spécifique au climat. Le milieu est ce qui forme un peuple, c'est ce qui pousse un peuple à développer différentes façons de travailler, de construire et de vivre au quotidien. Donc ce livre-là, il est majeur et il a été seulement traduit, il a été écrit en 1935 et il a seulement été traduit en 2011 par un géographe français qui s'appelle Augustin Berck. Et là, on commence à réaliser ça, que le climat est important. Le milieu n'est pas une nature extérieure à l'humain, mais quelque chose qui est gravé dans notre structure physique et mentale.
On fait partie de la nature, on fait partie du climat. La mésologie, en fait, est l'entre-deux. L'entre-deux est l'exemple le plus révélateur. En architecture, je parle, dans l'aménagement. L'entre-deux, c'est l'exemple le plus révélateur de cette interrelation avec le milieu. Bon, l'exemple Langawa japonais, c'est des exemples qu'on connaît le mieux, le Langawa japonais ou le riad arabe. C'est des manières que les civilisations ont développées pour justement se protéger du climat puis interagir avec le climat. Mais chaque civilisation a développé ses entre-deux. Mais avec le mouvement moderne, okay, on a plutôt créé, on fait plus d'entre-deux. Okay? On a plutôt créé des espaces encapsulés. Okay? On s'est enfermé dans des bâtiments tout vitrés avec une boîte rouge qui rassemble toute la mécanique, justement, pour rendre cette boîte-là vivable. Parce que regardez l'environnement autour. Si tu n'as pas de boîte rouge avec la mécanique, c'est invivable. Ça va faire comme exactement l'aéroport de Benghazi. Donc, la négation de l'entre-deux est constante depuis la seconde moitié du 20e siècle. On n'enseigne plus ça dans les écoles d'architecture. Ben, moi, je l'enseigne, là, mais je suis un des rares. Donc, la principale cause, justement, qu'on n'enseigne plus l'entre-deux, c'est l'avènement de la climatisation. C'est aussi les deux crises pétrolières de 73-79. Ça, c'est majeur dans l'histoire. Ces deux crises-là, là, ça a vraiment tout fucké l'affaire. Excusez. Là. Puis le troisième, c'est l'importance qu'on accorde au confort. Alors, il faut absolument que dans une salle, ici, on ait 21,5 degrés. Puis on a ça partout dans les autres salles, là, même s'ils ne sont pas occupés, là. OK, avec un taux d'humidité important. Donc le confort, moi, ce que je dis à mes étudiants, en fait, le confort, ce qu'on a développé en termes d'ingénierie, c'est que le confort est basé sur une statistique. On a demandé à des gens, c'est quoi votre plage de confort? Puis là, on a fini par avoir un certain pourcentage de gens qui disent « Ah, la température idéale de confort, c'est 22 degrés, puis tant d'humidité. » Sauf que, moi, ce que je dis, il y a un livre, en fait, sur Homo Confort ça devient un sujet d'étude, la question du confort par rapport au changement climatique, là, parce que le changement climatique, on va pouvoir y faire face si on questionne la question du confort. En fait, Stefano Boni a écrit un super livre, là, Le prix à payer d'une vie sans effort ni contrainte. Ça fait des bâtiments comme ça. Là. Donc, en fait, le confort est aussi vernaculaire. Okay? Le confort, le vernaculaire est riche de solutions low-tech pour un confort sans domination de la climatisation. Je pense que je voulais le démontrer avec les deux projets, là, Benghazi et l'école. En fait, l'approche vernaculaire est devenue maintenant inévitable. En fait, ça c'est le diagramme de Givini. Ici, ce que vous voyez en orange foncé, c'est ça la zone de confort. Mais vous voyez ici, en bas, on a la température, okay, puis en haut, on a les pourcentages d'humidité. C'est ça qui a été développé ici, là, de façon statistique, la zone de confort. Mais c'est drôle, si on ajoute un petit ventilateur de plafond, okay, qui fait un peu d'air, c'est drôle, on augmente la zone de confort. Si on rajoute encore un petit peu plus de vent, vitesse de vent plus grande, c'est drôle. Okay? On a une plus grande zone de confort. Puis récemment, on a commencé à travailler autrement avec ce diagramme-là. On l'a adapté à d'autres solutions que le vent. Donc, exemple, si on travaille avec le chauffage solaire passif, bien, on descend à des températures, on est capable de descendre à des températures confortables de 7 degrés. Et là, il y a un débat là-dessus. Il y en a qui disent qu'on est capable de descendre encore plus bas que ça, sans chauffage mécanique.
Même chose pour les masses thermiques élevées. Donc, il y a toutes sortes de stratégies vernaculaires qui fait que la zone de confort, bien, on se promène. Okay? Donc, exactement ce que je vous ai présenté sur Benghazi. Okay? Donc, avec des solutions qui sont vernaculaires, on est capable d'améliorer le confort, notre confort, sans besoin de mécanique. En fait, la façon de travailler avec l'approche vernaculaire, c'est, en fait, il faut considérer que le climat, c'est une ressource. En fait, la première question qu'il faut se poser, c'est le programme et besoin en termes de confort. Ça veut dire le fameux diagramme de Givini avec nos besoins de confort. On a-t-il besoin ici d'avoir, dans tout ce collège-là, ici, toutes les salles chauffées à la même température? S'ils ne sont pas occupés? Je ne pense pas, là. Ensuite, il faut se poser des questions sur le microclimat où on travaille. Ça veut dire sortir dehors puis regarder c'est quoi le climat. OK? Et c'est de récupérer les données climatiques. On a fait cet été un projet avec les étudiants, une serre autosuffisante bioclimatique. Mais merde, 2 des 3 projets, quand on les a réalisés sur site, n'étaient même pas orientés au sud. J'ai dit aux étudiants, vous n'avez même pas regardé où était le sud. Ça a été un choc pour eux, mais moi, je les ai laissés un peu se planter. Parce que maintenant, je sais qu'ils vont regarder où est le sud. Mais c'est quelque chose qu'il faut réapprendre. Sur nos plans, là, je vois beaucoup d'autres architectes, sur les plans, on ne met plus de nord. Bref, c'est différentes techniques, parce qu'avant de passer à des techniques passives adaptées, il faut regarder tout ça. Là, ici, j'ai montré différentes techniques là, de climatisation naturelle. Donc, ce n'est pas juste du chauffage, c'est de la climatisation. Je vais aller un petit peu plus vite. L'enveloppe autonome versus le mur habité, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'entre-deux et le climat comme ressources ont été le quotidien des êtres humains depuis la nuit des temps. Okay? On savait travailler l'entre-deux. Et il y a un retour à ça. Okay? Ça devient pertinent. Bon, des architectes là, dans les pays du Sud qui ont gagné l'équivalent du prix Nobel d'architecture, où on travaille le moucharabian avec des branches d'eucalyptus, le malgaf crée une circulation d'air, ça crée un espace de socialisation et de protection. Il fait chaud, là. Donc, ça crée un espace où on est protégé du climat. Même chose dans les pays du Nord, en Espagne. Donc, on travaille les besoins au niveau de... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir, justement, tout le bâtiment avec la même température? Dans ce cas-là, les architectes ont travaillé avec la Summer House, okay, la partie la plus grande avec la partie en bleu. Okay. Ensuite, la Winter House, la zone où on a besoin de plus de chaleur. Et la chambre à coucher qui est un peu le cocon le plus confortable de la maison. Donc, on n'a pas créé une zone complète là, avec les mêmes niveaux de température. Puis, en même temps, ça crée des zones de transition, des entre-deux, qui permettent justement cette interrelation avec le climat. L'entre-deux, bien, notre histoire québécoise est riche de ces entre-deux-là. Là. On parle le tambour, la véranda, la galerie, le garage, la cuisine d'été, le porche, les combles, la dépense, la cave. Mais on a tout perdu ça. Donc ça, c'est nos entre-deux à nous qu'il faut juste réinterpréter, retravailler avec. Deuxième action, c'est de développer une sobriété matérielle. Vous voyez ici, là, ça c'est la masse anthropique des humains actuellement. Elle est plus grande que la masse anthropique du vivant. Donc il y a plus de matière, de matériaux fabriqués par l'humain sur la planète que de vivants. Donc c'est assez dramatique, là, cette image-là. Là. Puis Bruno Latour, un des grands penseurs là, justement des changements qui sont à faire, c'est que
une des étrangetés de l'époque moderne, c'est d'avoir une définition si peu matérielle et si peu terrestre des ressources. On est obligé d'aller plus vite. Problème matière, en fait, on va devoir produire en 30 ans autant de matières premières que depuis l'Antiquité. Juste pour le cuivre, là, vous voyez, ça c'est un trou, une mine de cuivre, une des plus vieilles aux États-Unis, 1906, 4 km de long, 1,2 km de large, 1,2 km de profond. Ce qu'on a sorti de cuivre là-dedans, c'est la boule. 0,3%. Donc, la matière qu'on a besoin pour construire nos choses, ben ça vient des trous comme ça. OK? Et on va avoir besoin de 12, juste pour le cuivre, 12 trous comme ça pour faire la transition énergétique. Je pourrais vous montrer plein d'exemples. La même chose pour nos constructions. OK? On va avoir besoin, d'ici 2060, les matières premières pour la construction des routes doubleront d'ici 2060. Puis ça, c'est des études qui ont été faites par pas n'importe qui, l'Agence internationale de l'énergie et un regroupement une association de ceux qui gèrent les mines, là, qui s'appelle Eurométaux. Eux ont évalué justement ces questions-là. Là. Tu nous comptes des désastres, des inondations, tout ça qui se crée du matériel? Non, pas encore. Mais c'est aussi, ces mines-là, mais ça crée des résidus. OK? C'est des résidus toxiques. Parce que le cuivre, quand on le sort, là, c'est pas juste la belle petite boule de cuivre. Il faut le traiter avec des acides. Donc, ça fait justement ces résidus miniers toxiques-là. Donc, ça pollue énormément. Mais c'est aussi, en termes des droits humains, je dis, ça, c'est le cobalt en Afrique. OK? C'est sorti par des esclaves. Là. Puis c'est aussi ces résidus toxiques-là, c'est encerclé par des barrages. Mais les barrages, ils défoncent. Ça, c'est récemment au Brésil. Ça a détruit 20 km dans les environs. Donc ça, c'est des besoins en matière. Là. Bon, je pourrais parler du carbone intrinsèque, mais je pense qu'il me manque. J'aurais pas assez de temps. Hein? Il me reste combien de temps? Il te reste 10 minutes. On a besoin de poser des questions. Oui, OK. Bon, mais je vais aller vite. Bon, c'est la question du carbone intrinsèque qu'il faut réfléchir. Je veux dire, avec nos besoins qu'on va construire, la construction va demander, créer beaucoup de carbone intrinsèque, de GES. Mais moi, là où j'en ai, où ça m'affecte énormément, c'est la question des réfrigérants. On parle du carbone intrinsèque en termes de matériaux, mais les réfrigérants, c'est épouvantable la quantité de GES que ça occasionne. La première année, les réfrigérants dans les équipements mécaniques, ça fuit tout le temps. OK? Donc, la première année, on perd 10 %. Puis, à la fin de vie, c'est 85 % des réfrigérants qui partent. Puis, un équipement mécanique, ça ne dure pas plus que maximum 30 ans. Et on parle toujours du carbone intrinsèque de l'enveloppe, des architectes, mais on ne tient jamais compte des réfrigérants. Les réfrigérants plus la mécanique, c'est 40 % de GES. Puis l'enveloppe, quand on travaille sur une enveloppe de bâtiment, c'est 25 %. Donc, c'est pour ça que, comme on a fait à Benghazi, il faut travailler sur l'enveloppe et non pas sur la mécanique. Bon, le budget carbone restant, je dis, si on continue comme ça, je veux dire, il nous reste, pour respecter les accords de Paris, pour le 1,5, il nous reste 6 ans si on continue à envoyer du carbone dans l'air. Puis pour 2 degrés, c'est 18 ans. Et on vient de battre un record en 2023, 57 gigatonnes. On n'arrête pas d'en envoyer, puis là, on a un budget carbone limité. Là. Bref, je vais finir avec ça. En fait,
Il y a un gros mouvement actuellement, ça fait partie de certaines chaires de recherche dans les sciences sociales, c'est le material turn. La matérialité devient centrale. De nouvelles questions se posent sur la façon dont nous pensons la forme et l'habitabilité de la planète. La question qu'il faut se poser, c'est le pourquoi de son utilisation, l'expertise à laquelle elle fait appel, la logique de son approvisionnement, son travail d'extraction et de transformation, sa capacité à durer, ses impacts, ses prétendus fondements moraux. Comment assurer durablement l'essentiel pour tous? Puis en fait, le matérialisme, c'est de la sobriété. Puis le low-tech, c'est de la sobriété. Donc, on est dû pour une révolution tranquille au Québec. Okay? Il y a un article, justement, par Philippe Mercure en 2022 qui dit « Les grandes priorités, mais c'est de la sobriété. » Sobriété au niveau du transport, c'est revoir nos modes de vie, nos questions de confort, puis aussi toute la question de là, il faut gérer le carbone. Il faut commencer à être des comptables. Donc, l'architecture est avant tout matérielle et climatique. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Ce qu'on construit, c'est matériel et climatique. À nous maintenant de retrouver une nouvelle éthique de l'habitabilité, parce que c'est une question d'éthique, à travers une approche vernaculaire, tout en sobriété. Merci. Donc, Jean-Paul, ça ne va pas trop loin. On va avoir certainement des questions. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Puis, je pense qu'il y a un mot qui va me revenir souvent en tête aujourd'hui, souvent. Donc, merci beaucoup. On va commencer avec une première question. Je vais te laisser le micro ici. Hey, merci beaucoup, Jean-Paul, pour cette belle conférence. Ça rejoint ce que je voulais entendre, parce que je t'avais de me construire une maison éco-énergétique. Puis, numéro 1, on va se recontacter. Ma question est... Moi, ça fait longtemps que je me pose la question, puis je me dis, quand on veut empêcher le soleil de rentrer, bon, on met quelque chose comme ça en dedans, mais on voit qu'en Europe, les persiennes sont à l'extérieur. À ce moment-là, le soleil n'est même pas capable de se rendre jusqu'à la vitre. Est-ce que c'est plus efficace d'avoir justement un filtre à l'extérieur avant que ça rentre dans la maison, dans le bâtiment, que d'avoir, par exemple, un store ou un rideau qui va te créer de l'ombrage, mais il reste que la chaleur, les rayons ont quand même pénétré dans le bâtiment? En fait, c'est toujours mieux à l'extérieur. Okay? C'est la notion des débris soleil. Exemple, à Benghazi, nous, on voulait le mettre à l'extérieur, mais on n'a pas pu, à cause des tempêtes de sable. Donc, on a décidé de le mettre à l'intérieur, mais avec les nouvelles toiles qui se développent, c'est aussi efficace de les mettre à l'intérieur. Okay? Il y a toute une industrie qui se développe en Europe sur, justement, les textiles isothermiques. Là. Si vous voulez faire des recherches, là, la compagnie s'appelle Isotis. I-S-O-T-I-S-S. En Europe, ils sont 20 ans en avance sur nous autres. Là. Donc, ils travaillent justement avec ces rideaux thermiques-là, le principe des persiennes et tout ça. Là. Donc, il y a différentes manières de travailler. Nous, on va peut-être l'utiliser sur un projet. Là. On a fait avec mes étudiants, justement, sur les serres, on a travaillé avec ces toiles solaires-là. Est-ce qu'il y a des arrimages entre les municipalités, les politiques de feu puis tout ça, et cette approche vernaculaire-là? C'est comme nous, on va se construire une maison, on est dans une forêt. Puis on dit on va avoir les plantes, on va avoir les arbres, puis tout ça. Puis finalement, ce qu'on voit la politique de la SOFU, tout ça, il faut couper, écoute, il faut enlever beaucoup de végétation. On veut garder la végétation on est dans une falaise aussi, on veut protéger la falaise. Y a-t-il comme des discussions, des arrimages entre toutes les réglementations municipales, etc., et ces approches-là qu'on doit adopter? On n'est pas rendu là. Là, on vient d'entériner la loi 41 là, en mai dernier. Là. Donc, on n'est pas rendu là. Mais moi, je pense que ta question est bonne parce que moi, ce que je trouve un peu malheureux, c'est qu'on est obligé de mettre des codes et des normes pour nous dire comment faire notre métier. Tu sais, moi, il y a 15 ans, je faisais du vernaculaire. Là. Il y a 15 ans, je faisais mes projets sans pont thermique,
super étanche. Je veux dire, on vient de réviser le code énergétique, le 2015, là, pour dire plus de pont thermique, plus. Donc, je pense que ça dépend toujours de ce que les professionnels décident de faire. Moi, LEED, j'ai toujours été contre ça, parce que LEED, je veux dire, ça nous dit comment faire ton métier. Un instant, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas besoin d'avoir une certification LEED pour me dire « fais ton métier », là, pour montrer que j'ai fait mon métier correctement. C'est mon métier de faire une architecture avec les barrières de protection, là, pluie, vapeur. C'est mon métier, ça, de faire ça correctement. Là. Okay? Donc, pourquoi on est obligé de mettre des codes et des normes? En fait, c'est peut-être plus pour nous, pour venir essayer de nous guider vers une compagnie qui aurait fait peut-être mieux que d'autres. Je sais. Et là, ça se contredit aussi, les différentes lois, les différentes réglementations. Mais moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait en Europe. Bon, j'ai travaillé en Benghazi, donc je connais l'Eurocode, je connais les façons de travailler. Mais en Europe, ils sont 20-25 ans en avance sur nous, là. Donc, tu sais, moi, la conférence que je viens de donner, je veux dire, c'est dans les écoles là-bas, partout, ça s'enseigne. C'est pas grave. Puis mettre la mécanique, acheter un climatiseur, ça coûte combien, là? Tu sais, vous pouvez vous acheter un climatiseur, là, pour 130$, là. Tu le mets dans ta fenêtre, tu viens de régler ton problème au lieu de penser à mettre des persiennes ou mettre des rideaux thermiques. Considérer la durabilité de l'affaire aussi de la mécanique, ça ne peut pas tout le temps, parce que le vernaculaire, ça c'est pour ça que je parle d'éthique. Tu sais, je veux dire, je parle d'éthique et de sobriété, parce qu'acheter un climatiseur, c'est quoi le coût carbone du climatiseur que tu as acheté? Si on aurait le coût carbone du climatiseur, là, on se poserait des questions. Mais l'empreinte carbone d'un Québécois, ça vous c'est quoi? Par rapport à l'empreinte carbone d'un Français? L'empreinte carbone d'un Québécois, c'est entre 15 et 20. Okay, dépendamment des études, là, une dernière étude de Calgary, là, on est à 20. L'empreinte carbone d'un Français, c'est 9,5. L'empreinte carbone d'un Haïtien, ça vous c'est quoi? 0,3%. 0,3%. Puis ils ont plus de sourires dans leur visage que nous ici au Québec. Donc c'est pour ça que, moi en fait, je vous ai montré des exemples ailleurs, parce que très honnêtement, moi j'ai appris mon métier ailleurs, dans des pays comme ça, en développement. Peu de moyens. Quand vous parlez de vernaculaire, au Québec, avant les maisons des années 1930, il y avait toujours des persiennes, tout le temps. Ce n'était pas des décoratives, pour que ce soit beau, c'était utilisé. J'ai présenté la semaine dernière à des étudiants en design industriel. Ils m'ont demandé, Jean-Paul, viens nous présenter un peu de la façon dont tu travailles en sobriété. Puis c'est drôle parce que quand j'ai montré l'image avec notre vernaculaire québécois, tout de suite, il y a eu une réaction. Ils ont dit « Ah oui, je me rappelle la fameuse cuisine d'été, tu sais, la fameuse réserve là, pour nos aliments. Là, tu sais. Je veux dire, tu n'as pas une clim pour ça. Là. Tu fais un petit coin au nord, là, puis je veux dire, tu n'as pas venu de frigidaire. Là, tu sais. La cuisine d'été, c'est la chose la plus brillante qu'il n'y a pas. Là. Tu sais, l'hiver, tu fermes la cuisine d'été pour être au chaud autour du foyer. C'est vraiment le projet de Barcelone que je vous ai montré, le projet en Espagne, là, les 3 boîtes. Là. La cuisine d'été, c'est ça. Puis l'été, ben justement, pour pas surchauffer la maison au complet, tu avais la cuisine d'été. Fait que tu surchauffais pas la partie où tu vivais. T'sais, l'hiver, tu avais besoin de cette chaleur-là, mais l'été, tu n'avais pas besoin. Donc c'est ça la notion de confort. Et c'est pour ça le vernaculaire, moi je trouve que je vous dirais que c'est beaucoup plus savant, OK, que tout ce qu'on a essayé de développer avec l'architecture moderne puis la mécanique. C'est beaucoup plus savant. Moi, j'appelle ça du high-tech. C'est pas du low-tech, c'est du high-tech. Parce que là, il faut comprendre la physique des choses. Il faut observer les vents, il
faut regarder il est où le soleil. Tu sais? C'est de la Donc, logique environnementale. ouais. Donc, c'est très sophistiqué comme approche. Donc, pour moi, c'est pas si méprisable qu'on le dit. On va de plus en plus vers le mimétisme, mais dans le fond, ça en est, ça, le vernaculaire est un peu comme le mimétisme, c'est-à-dire qu'on revient à des bases qui existent depuis longtemps. Le biomimétisme est un exemple. Là. Bon, à l'école, je l'enseigne, là. Il y a une rhubarbe là, dans les pays mongols, là, un type de rhubarbe. Là. Le soir, les feuilles se referment, OK, pour se protéger, pour protéger toute la plante. Et le jour, elle s'ouvre. Imaginez, c'est une rhubarbe. Donc, il y a beaucoup d'exemples aussi dans le vivant. C'est pour ça que le milieu humain est très inspirant parce que, en fait, ce mec-là, Watashi Tetsuro, il a beaucoup fait d'observations, justement. Puis c'est le même qui s'est rendu compte que, finalement, là, tout est interrelié, puis on vient de ce monde-là. On a appris à se protéger, on a appris à... Bref. Le milieu humain. That's it.